Bonjour et bienvenue sur cette capsule consacrée aux transformations en chimie organique. Alors dans ce chapitre, on va voir deux aspects, l'aspect macroscopique à grande échelle et l'aspect microscopique, donc ce qui se passe au niveau des atomes. On commence avec l'aspect macroscopique. Pour savoir s'il y a transformation d'une molécule, en fait on va devoir regarder, comparer ce qu'on a avant et ce qu'on a après la transformation, donc les réactifs et les produits. Si on compare les formules des réactifs et des produits, on va pouvoir savoir quel est le type de transformation qui a été mise en jeu. Il y a plusieurs types de transformations. La transformation, elle peut concerner les groupes caractéristiques de la molécule ou alors la chaîne carbonée de la molécule, le squelette de la molécule. Alors par exemple, sur ce type de transformation, donc c'est pas équilibré, hein, mais c'est juste pour comparer ce qu'on a avant et après. Sur ce type de transformation, ce qui a été transformé, c'est le groupe caractéristique. On a un groupe OH, donc un alcool au départ, et on se retrouve avec un groupe COOH, donc un aldéhyde, à la fin. Sur ce deuxième exemple, là on voit bien que c'est la chaîne qui a été transformée, parce qu'apparemment ça a été coupé en deux, donc il y a une modification de la structure. Donc soit on va transformer le groupe caractéristique, soit on va transformer la structure de la molécule. Alors on a catégorisé les types de réactions en trois parties, trois catégories. Donc la première catégorie de réaction, c'est les réactions de substitution. Alors ça, c'est quand il y a un atome qui va remplacer un autre atome ou un groupe d'atomes. Par exemple, ici, on a une molécule qui porte un atome X, et bien l'atome Y va venir prendre sa place. Donc on a substitué le X par le Y. On a aussi les réactions d'addition. Alors là, c'est quand on a une liaison multiple, double ou triple, et puis il y a des atomes qui vont venir s'ajouter sur cette liaison multiple. Donc par exemple ici, la molécule XY va venir s'ajouter sur cette double liaison, et puis voilà, on va avoir une molécule qui porte le X et le Y à la place de la double liaison. Donc ça s'est additionné. Et puis on peut faire le contraire, on peut soustraire, mais ça s'appelle la réaction d'élimination. En fait, on va éliminer. Donc même chose, on part d'une molécule et on va former une double ou triple liaison. Donc comme c'est la réaction exactement inverse, en fait le XY là vont s'associer ensemble et puis la liaison va se refermer, on va avoir formation d'une double liaison. Donc trois catégories: substitution, addition ou élimination. Donc ça, c'est pour l'aspect macroscopique. Maintenant, si on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des atomes, ce qui est intéressant de voir, c'est comment ça s'est passé entre le réactif et puis le produit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qu'il y a eu comme type de réaction? Alors, chaque réaction qui se passe, on peut toujours la décomposer en plusieurs étapes. À chaque fois, les différentes étapes, ce sont des déplacements d'électrons. Il y a des liaisons qui vont se casser, des liaisons qui vont se reformer. Donc à chaque fois, ce sont des déplacements d'électrons et on doit essayer de repérer quels sont les électrons qui se sont déplacés, quelles sont les liaisons qui se sont cassées ou qui se sont formées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme réactionnel. Et donc le but du jeu, ici, ça va être de reconstituer le film, en fait, de ce qui s'est passé entre le réactif et puis le produit final. Comment est-ce que ça a évolué? Avec quel mécanisme? On fait un petit rappel sur la polarisation d'une liaison, parce que c'est important. Vous avez vu ça l'an passé. Vous savez que les liaisons chimiques sont constituées d'électrons. Et ces liaisons peuvent être polarisées, ça veut dire que les électrons ne sont pas répartis de manière uniforme entre deux atomes. Il y a des atomes qui sont dits électronégatifs, ça veut dire qu'ils vont attirer un peu plus les électrons à eux qu'un autre atome. Et si on regarde sur la classification, l'électronégativité, elle croît quand on va en haut à droite de la classification. Donc en fait, les atomes les plus électronégatifs, ça sera situé ici en haut à droite.
Et donc ceux qui vont plus nous intéresser, ça sera justement l'azote, l'oxygène, le fluor et le chlore. Ce sera surtout ces quatre-là. Alors par exemple, on a une molécule, et puis dans cette molécule, eh ben, il y a une liaison qui est polarisée. Alors entre carbone et carbone, c'est pas polarisé. Entre carbone et hydrogène, c'est pas polarisé non plus parce qu'il n'y a pas une grosse différence d'électronégativité. Mais entre le carbone et l'oxygène, il y a une grande différence d'électronégativité. Et donc, les électrons vont plutôt aller du côté de l'oxygène parce qu'il est plus électronégatif. Et donc, on va pouvoir ajouter un petit delta- sur l'oxygène parce que les électrons sont plus rapprochés là-bas. Donc, il y aura une charge partielle moins. Et inversement, il y aura une charge partielle plus sur le carbone. Donc, il y a une polarisation de cette liaison CO. Alors, il y a certains sites qui vont être donneurs d'électrons et d'autres sites qui vont être accepteurs d'électrons. En fait, les sites donneurs, c'est un site qui présente beaucoup d'électrons autour de lui, pour plusieurs raisons. Parce que justement, il porte une charge partielle négative, un delta-, ou alors parce qu'il s'agit d'une liaison multiple, ou alors parce que c'est un atome qui possède un doublet non liant, donc c'est un atome qui est entouré de beaucoup d'électrons, ça c'est un site donneur d'électrons. Et inversement, on va trouver un site accepteur de doublets d'électrons, parce que c'est un site ou un atome qui est très pauvre en électrons, il n'y en a pas beaucoup. Ça peut être parce qu'il porte une charge positive ou justement parce qu'il porte une charge partielle delta+. Donc on va avoir des sites donneurs, des sites accepteurs. Et si on arrive à repérer quels sont les sites donneurs et les sites accepteurs, eh ben, on va pouvoir préciser le mécanisme de la réaction. Alors petit rappel sur les sites donneurs, hein, j'avais dit que on pouvait avoir des doublets non liants qui entraient en jeu. Ben voilà, par exemple, trois exemples d'atomes en représentation de Lewis. Chaque fois, le doublet non liant, ici en rouge, est potentiellement donneur d'électrons. Alors ces doublets d'électrons, dans un mécanisme réactionnel, ils vont bouger. Les mouvements des doublets d'électrons, c'est ce qui va expliquer le mécanisme de la réaction et on va représenter ce mouvement de doublets d'électrons par des flèches courbes. Ce qui est important de retenir, c'est que les électrons, ils vont toujours du site donneur vers le site accepteur, toujours dans ce sens-là. Donc du donneur vers l'accepteur. Je vous donne un exemple. Voici une réaction. On a un alcool plus HBr qui donne un dérivé halogéné, CH3, CH2, Br. Et donc, on vous demande de préciser quel est le mécanisme réactionnel de cette réaction-là. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est comparer ce qu'on a avant et ce qu'on a après. Donc, on compare les réactifs et les produits. On constate que côté réactif, on a l'alcool, et côté produit, on a le dérivé halogéné. Et puis ce qui s'est passé aussi, c'est que le HBr, là on ne l'a plus finalement, à la place on a de l'eau. Alors ça, je mets en couleur ce qui a été modifié. Au passage, on peut préciser quand même que c'est une réaction de substitution, puisque le Br a pris la place du groupe OH. Alors, comment ça s'est passé pour que ce Br puisse prendre la place du groupe OH? On va masquer une partie de la réaction, on va masquer ce qui se passe du côté des produits, parce qu'on va tout expliquer à partir du côté des réactifs. Donc je mets un cache un petit peu sur les produits, nous on va s'intéresser vraiment à ce qui s'est passé sur les réactifs, c'est là qu'on va travailler. Donc du côté des réactifs, il faut regarder si on n'a pas des liaisons polarisées. Alors il y en a une entre le CH2 et le OH, puisque l'atome O est électronégatif. Donc on va pouvoir mettre une charge partielle delta- sur le OH et une charge partielle delta+ sur le CH2. Et puis il y en a une autre, toujours côté réactif, entre H et Br. Le Br est plus électronégatif, donc delta- sur Br et delta+ sur le H. Alors maintenant, on applique la règle que ça va toujours du donneur vers l'accepteur. Donc le donneur, c'est le delta-. Et comme on sait que c'est le Br qui est venu remplacer le OH, eh ben on va partir du site Br, puisque c'est lui un des sites donneurs possibles,
c'est le Br. Donc on va tracer une flèche du Br qui va venir vers le CH2. Donc ça c'est le premier mouvement. L'atome Br va venir se brancher sur l'atome CH2, sur l'atome C du groupe CH2. Donc ça c'est une première étape. Ça veut dire que l'atome de carbone, au lieu d'avoir 4 liaisons, maintenant il va en avoir 5, parce qu'il y a le Br qui est venu se brancher. Et 5 liaisons pour un atome de carbone, c'est pas possible. Donc il y a une autre liaison qui va se casser. Comme il y a une liaison qui vient de se former, il y a une autre liaison qui va devoir se casser. Et cette liaison qui va se casser, c'est justement la liaison du groupe OH. Donc cette liaison du groupe OH, elle va revenir sur l'atome d'oxygène, ça c'est la deuxième étape. Et donc ça a accepté le groupe Br, et puis le groupe OH va pouvoir partir et former autre chose à côté.